got me down again. Hold up. I'm so in love with you. You got me down again. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par The Metrics Factory. Si vous êtes ici normalement, c'est que vous nous connaissez. The Metrics Factory, on est spécialisé dans l'analyse des réseaux sociaux. On a développé notre propre technologie pour analyser toutes les plateformes sociales, que ce soit Facebook, X, YouTube, Instagram, TikTok, etc. Et on sert de notre savoir-faire pour fournir des études, du conseil et de la formation à des directions communication et marketing de grandes marques. On évolue dans différents univers, différents écosystèmes, et notamment dans tout ce qui est lié au sport et au sponsoring, ce qui va être une des thématiques qu'on va aborder aujourd'hui. Les Wake Up Your Audience, c'est des rendez-vous trimestriels, donc une fois tous les 3 mois, on se réunit comme ça, soit en ligne, soit en présentiel, et avec pour objectif de décrypter une tendance qui permet d'analyser tout simplement une tendance qui permet d'engager son audience, de générer du contenu et surtout de générer des interactions sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'est de voir comment les marques peuvent se saisir de ces tendances, comment elles peuvent préempter ces sujets-là et s'en servir dans le cadre de leur stratégie marketing. Donc, on adresse différents sujets. Par le passé, on a pu parler de earned media, d'influence, de la prise de parole des dirigeants ou du sport et de la présence des athlètes. Aujourd'hui, c'est une édition un peu spéciale puisqu'on va revenir sur un événement qui a agité tout l'été et toute la scène médiatique, qu'elle soit digitale ou play-média. C'est bien évidemment les Jeux Olympiques, les JO Paris 2024, que ce soit les Jeux Olympiques ou Paralympiques, voilà, qu'on déchaîné, qu'on cassé Internet, comme on dit, qu'on déchaîné les passions sur les réseaux sociaux. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est de passer une petite heure ensemble pour comprendre l'impact que cela a eu, que ce soit sur les marques qui étaient sponsors de l'événement, que ce soit pour les athlètes qui ont participé et sur leur audience. Donc on a un programme assez fourni. On va avoir 3 intervenants aujourd'hui. On a la chance d'avoir Philippe Goavec, qui est responsable communication social média de Paris 2024, donc qui était au cœur du système, au cœur de la machine, et qui a gentiment accepté de partager avec nous son retour d'expérience, de répondre à nos questions et de vous en dire un peu plus sur comment était géré l'écosystème social média Paris 2024. Donc ça, ce sera la première partie dans quelques minutes. Et ensuite, on aura la présentation d'une étude exclusive qu'on a réalisée, nous, au sein de The Metrics Factory, qui sera partagée par Clément, qui est consultant senior spécialisé sur les problématiques de sport et d'e-sport, et Alexandre Brigand, qui est Senior Insight Manager. Et donc, cette étude, elle est basée sur la présence sur les réseaux sociaux de plus de 11 000 athlètes qui ont participé aux JO. Et on a pu analyser en gros l'impact des JO sur leur présence social média avant, pendant, après les Jeux. Comment ont réagi leur audience, quelle visibilité ils ont généré grâce à leurs réseaux sociaux, quel impact pour leurs sponsors, qui sont les audiences de chaque athlète, et en tant que marque, quel intérêt vous avez à vous adosser à ces athlètes-là, que ce soit pendant les Jeux ou même maintenant après, quelle spécificité d'un athlète à l'autre en termes d'audience qui peut vous intéresser pour les marques. Donc voilà en quelques mots le programme qui nous attend. Encore une fois, comme d'habitude, on va être très synthétique. L'idée, c'est de ne pas déborder du temps. Si vous avez des questions, que vous soyez sur YouTube, LinkedIn ou Twitch, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Elles remonteront automatiquement. Et on gardera un moment à la fin du webinaire pour faire le Q&A et donc les questions-réponses. Et que ce soit des questions pour Philippe, pour Clément ou pour Alexandre, n'hésitez pas à les poser dans le chat et je me ferai le relais pour leur poser la question à la fin. Donc voilà pour le programme. Comme vous l'avez vu, beaucoup de contenu. Donc on va commencer tout de suite avec un échange avec Philippe Goavec. Bonjour Philippe. Bonjour Quentin. J'espère que tu vas bien. Eh bien très bien. Un peu fatigué, mais ça va. On imagine, enfin tu vas nous raconter tout ça, mais on imagine. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. J'ai dit quelques mots un peu sur ton poste, mais est-ce que tu veux déjà en introduction peut-être nous parler un peu de toi, de tes fonctions et de ton rôle au sein de Paris 2024 ? Ouais, comme tu le disais, donc moi je suis en charge chez Paris 2024, voilà, du
pôle communication digitale qui correspond chez nous à la gestion des réseaux sociaux. Je suis arrivé en 2019, donc c'était le tout début, ça fait déjà plus de 5 ans et demi sur ce projet. Et donc, on gère l'ensemble de la présence social média de la marque Paris 2024 sur les RS. Donc, on était présent pour ceux qui nous suivaient sur l'ensemble des canaux. Et puis, on était une petite équipe qui a grossi au fil du temps pour être à la fin plus de 30 personnes pour gérer ce grand événement. Ok, ouais, 30 personnes. Bah, tu vas nous expliquer un peu justement les rôles et comment vous êtes organisés. Avant ça, donc tu disais un peu fatigué. Comment se sont passés ces jeux pour toi? Comment ça s'est passé? Je dirais super bien. Vraiment, même au-delà de nos espérances. Alors évidemment, c'est intense, hein, les Jeux olympiques et paralympiques, et c'est un moment qui n'arrive qu'une fois dans une vie. On s'y est préparé, hein. On a préparé les équipes, on était tous prêts, entre guillemets, comme des athlètes pour nos jours de compétition. Mais on est très heureux et très satisfait. Je dirais que moi, personnellement, ça a presque été un kiff total parce que ça fait des années que tu travailles sur un puzzle et quand tu mets la dernière pièce, tu te rends compte que tout marche, tout fonctionne comme tu veux, que ce soit au global du projet, et là c'est vraiment une aventure et une réussite collective, mais aussi sur ta partie, où nous sur les réseaux sociaux, force est de constater que on s'était donné plusieurs objectifs et on les voyait petit à petit au fil des jeux devenir au vert. Donc ça c'était un vrai kiff à la fois personnel et à la fois collectif parce que c'était avant tout une aventure humaine. On a créé une petite brigade qui était prête à aller au combat pour porter nos jeux sur les réseaux sociaux et partager en fait notre plaisir, puisque dans notre stratégie, un des parties clés, c'était de dire si nous on est heureux d'être là, si on est heureux de faire ces jeux, on arrivera à le retranscrire à ceux qui nous suivent. Ouais, bah excellent. Je pense que c'est ce qui s'est ressenti de ces jeux en tout cas. Tu disais 30 personnes, tu nous parles de ta brigade. Je pense que là, dans les gens qui regardent, il y en a beaucoup qui hallucinent ou peut-être qui t'envient. On connaît beaucoup de responsables marketing ou social media qui se battent pour avoir plus de ressources en interne ou peut-être pour avoir un deuxième community manager ou autre. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les 30, les différents projets de votre organisation, vos outils, etc. Construire cette équipe, ça a été là aussi, c'est ce que je leur disais, on a créé un peu, l'idée c'était d'avoir un peu The Avengers, c'est-à-dire que de faire un ensemble de personnes qui ont des talents, et ces talents mis bout à bout créer une sorte d'équipe prête à être totalement complète sur les réseaux sociaux. On avait une organisation assez structurée, puisqu'on avait ce que j'appelais un comité, disons, on avait un pilotage, où là on avait 3 personnes dont le rôle était vraiment tout ce qui était validation, préparation des plannings, adaptation des plannings par rapport aux résultats, par rapport aux performances. On avait ensuite des créateurs, des experts. Alors dans les créateurs, il y en avait plusieurs. Il y avait ce que j'appelais les experts. Les experts social media, c'était ceux qui étaient dans l'équipe depuis le début, depuis plusieurs années, qui avaient la matrice, qui savaient exactement où est-ce qu'on devait aller, qui connaissaient l'ensemble de nos contraintes et qui étaient porteurs de 2 équipes, une team A et une team B, qui se relayaient au fil de la journée. Ensuite, on avait nos créateurs qui étaient un de nos partis pris dans cette stratégie était de créer nos propres contenus et d'avoir notre propre regard, donc à travers nos propres photographes ou à travers nos propres créateurs qu'on a envoyés sur le terrain, que ce soit sur les sites olympiques ou dans Paris, dans les zones de célébration, pour créer nos propres contenus, parce qu'on partait d'un principe qui était fondamental, qui est qu'une photo de presse n'est pas une photo RS, et qu'il fallait nos propres contenus. Et donc, il fallait des experts. Et on avait été chercher comme ça des gens qui ont l'habitude, qui sont un peu plus jeunes, un peu plus créatifs et qu'on a envoyé sur le terrain. Donc, on avait tous les jours 4-5 personnes sur le terrain et on avait une team desk, notamment sur les Jeux olympiques qui étaient un peu plus fournis, qui, elles, en fait, publiaient les contenus. Ensuite, on avait 2 autres personnes à ce qu'on appelait la conversation, qui pour nous était très important, on le sait, et vous allez le montrer, je pense, à travers vos audiences. Les Jeux olympiques et paralympiques, ce sont des moments où la conversation sur les réseaux sociaux est énorme, sans commune mesure. Et on ne voulait pas juste penser à nos propres contenus, être très nombriliste en disant il n'y a que nos contenus qui comptent. On voulait participer à cette conversation, au même titre que notre slogan, c'est « Ouvrons grand les jeux ». On voulait avoir une interaction, que ce soit un like, un partage, un commentaire, avec tous ceux qui parlaient de nous. Et donc, on avait 2 personnes qui étaient en charge sur l'ensemble des plateformes d'essayer d'animer cette conversation. Sans verticalité, l'idée n'était pas de répondre simplement à ceux qui étaient, entre guillemets, des comptes costauds, mais qui que ce soit, dès qu'il avait un message où il partageait son émotion autour des jeux,
on avait pour objectif de lui répondre et de dire que voilà, son message avait de l'importance pour nous. Et puis, on avait aussi quelques personnes qui étaient spécialisées TikTok, parce que TikTok est une plateforme un peu à part. Et pour garder un peu cette créativité, on avait tous les jours 2 personnes de l'équipe qui étaient dédiées à TikTok et qui pouvaient aller sur le terrain pour réaliser les contenus. Et puis, voilà à peu près donc cette équipe, comment elle était structurée, avec quelques volontaires qui nous ont aussi accompagnés dans l'ensemble de nos tâches. D'accord. Ouais, donc beaucoup de profils, enfin beaucoup d'efforts sur la création de contenu pur et sa diffusion, de ce que je comprends. Exactement. C'est vrai qu'on l'a peut-être pas rappelé en intro, mais tu disais que vous étiez présent sur tous les réseaux. Ça inclut, tu m'arrêtes, mais Facebook, X, Instagram, tu disais TikTok, Snapchat, Ouais, j'imagine. Snapchat, où le compte a même un peu explosé pendant les jeux. Ouais, vraiment présent sur toutes ces plateformes-là. Alors évidemment, on sait, hein, chaque plateforme, faut être un peu schizophrène, hein, parce que chaque plateforme a ses spécificités. Mais l'objectif avait vraiment été d'avoir un cadre bien pensé en amont, un peu comme des athlètes. On a passé beaucoup de mois à préparer les équipes pour que le jour de la compétition, chacun sache ce qu'il a à faire et les gestes soient, à force d'être répétés, bah voilà, ils sont connus, ils sont maîtrisés. Ce qui a fait que l'équipe a pu avoir une certaine liberté dans la manière d'opérer. D'accord. Ok. Et au-delà de la publication de contenu, enfin, pour la publication et pour le reste, en termes de, est-ce qu'il y avait des outils, des technologies qui vous ont aidé? Est-ce que vous aviez justement un œil sur la data aussi, la performance, ou est-ce que vous étiez vraiment Pas focus tant que ça. sur... Soyons honnêtes pour la data. Alors, je ne devrais pas dire ça ici, mais on avait refusé, entre guillemets, de se donner, on avait des objectifs un peu entre nous, mais on avait refusé de s'en donner plus que ça, parce qu'on voulait sortir d'une approche quantitativiste pour avoir une approche plutôt de qualité. De toute façon, nous, après les jeux, on s'en va, donc on s'est dit on n'avait pas de compte à rendre, entre guillemets, en termes de chiffres, même si bien évidemment nos chiffres sont au-delà de nos espérances et sont assez astronomiques quand on les analyse, mais on n'a pas voulu se mettre la pression, parce qu'on sait que sur les réseaux sociaux, les chiffres, si on veut les faire, on peut toujours accélérer en fait le volume de publication et puis arriver in fine à ses targets. Donc nous, on a vraiment voulu se libérer de ça pour être focus sur l'ensemble des messages qu'on avait à dire. Ok. Ouais, bah, l'enjeu, la qualité, comme tu disais, faire passer les émotions avant tout et produire du contenu à chaud. Ce qu'on a vu, enfin, on le verra dans le détail avec l'étude, mais même tous les rapports qui sortent, toutes les publications de nos confrères ou autres, on voit des niveaux d'engagement et de publication d'engagement qui sont assez dingues, quel que soit l'angle qu'on prend sur les jeux. J'imagine que sur vos canaux, ça a été le cas, enfin, que vous étiez même au cœur du réacteur. Est-ce qu'il y a une plateforme qui se distinguait des autres ou un réseau social, justement, où il y a eu énormément de volume d'engagement, de réaction? Et pareil, est-ce que tu as en tête un type de contenu ou un contenu que vous avez produit qui est complètement parti viral, peut-être au-delà de vos espérances? Bah, bon, toutes les plateformes pendant les jeux ont connu d'importantes croissances. Ensuite, il y a quand même 2 plateformes, voire 3 plateformes qui sortent un peu du lot, je dirais, sont les plateformes un peu plus jeunes, un peu moins matures. Instagram qui a totalement explosé, suivi de TikTok, et puis ensuite notre compte Snapchat, mais on partait d'un petit peu plus loin sur le compte Snapchat, où là, on a vraiment eu beaucoup de niveaux à la fois de vues et d'engagement. Ensuite, en termes de contenu, nous, ce qui nous a vraiment fait plaisir, en fait, pour comprendre un peu notre stratégie partait du principe que seules les images sont importantes. Elles sont un vecteur d'émotion, elles sont un vecteur de postérité et elles sont un vecteur de narration. Et les plateformes social médias ne sont que des outils sur lesquels on colle des images à longueur de journée. Donc à partir de là, on a construit toute notre stratégie en disant il faut qu'on ait nos propres images et qu'on ait notre exclusivité dans ces images-là. Et c'est pour ça que derrière, on a eu, ce que je te disais tout à l'heure, tout un ensemble, toute une équipe qui était organisée pour avoir vraiment notre propre création. Et apporter ce qu'on a voulu, c'est avoir notre propre champ contre champ, en fait, sortir un peu de ces images classiques et créer nos propres images, qu'elles soient statiques à travers des photos ou plutôt animées à travers quelques reels, même si avec les droits, les reels ne pouvaient se faire qu'à côté dans des espaces de célébration ou en dehors de Paris. Ensuite, il y a quelques contenus en effet qui ont explosé de manière importante, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils montrent un peu les messages que l'on voulait partager au monde à travers nos jeux. Il y a la Vasque,
le premier contenu de La Vasque qui s'élève dans le ciel de Paris, je crois qu'il fait plus de 17 millions de vues. On avait négocié en amont un bel accès via le Louvre pour pouvoir avoir notre propre angle. On a aussi des contenus un peu plus humoristiques. Je pense à une réaction quand Léon Marchand gagne sa 3e médaille, on fait I'm Not a Robot. Et ça a vraiment bien engagé. Donc là, sur une tonalité un peu plus clin d'œil. Ou alors, tous les contenus autour des friges, où on s'est beaucoup amusé, nous, sur les réseaux sociaux avec les friges, en essayant de participer à en faire ce personnage totalement à la fois acteur des jeux, organisateur des jeux, et puis totalement libéré dans cette tonalité. Donc, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir des belles audiences, mais aussi un des points forts, et ça, je pense que c'est important, c'est qu'on a essayé d'être très ouvert aussi avec les autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste fait nos contenus tout seul. On a essayé à chaque fois d'amener que ce soit des parties prenantes, que ce soit des partenaires, d'essayer de créer en fait des synergies pour essayer de créer des contenus qui sont cross-postés, parce qu'on avait aussi dans notre stratégie un des points forts qui était ce qu'on appelait la cross-post-production, qui part du principe qu'ensemble on est plus fort, et que si on anticipe en fait le contenu, on peut se créer des accès communs qui vont nous permettre d'avoir quelque chose d'innovant et quelque chose de nouveau. Et voilà, donc c'est ce qu'on a pu faire avec des acteurs comme le Louvre, comme le Grand Palais, pour aller chercher une belle photo. Je pense aussi à un contenu qui a très très bien marché, qui est cette photo de la rue Le Pic, qui a traversé le monde comparé à un tableau de monnaie. Ça, c'est un de nos photographes qui a pris l'initiative de sonner à une porte, de demander s'il pouvait aller sur ce balcon d'une personne qu'il ne connaissait pas. Et il a pris cette photo qui ensuite, quand elle a totalement explosé. Donc c'était un petit peu énormément de contenus qui ont bien fonctionné, un peu sur toutes les plateformes, mais si on devait en retenir, c'est que c'est sur Instagram où on a pu porter l'esthétisme de nos jeux, à travers nos sites, à travers toute la beauté aussi de cette ville de Paris. Et puis TikTok, où on a pu apporter notre tonalité, et Snapchat aussi, qui était une tonalité un peu clin d'œil, je dirais, un peu d'autodérision et qui se donnait un peu de liberté de ton. Ouais, ok, excellent. Ça tombe bien, tu as parlé de Léon Marchand, tu as parlé de la friche, et c'est des éléments qu'on a dans l'étude après, donc restez avec nous. On a vu un peu, là quand tu disais, moi j'avais les images qui me repassaient dans les yeux de ce que tu décrivais. Ça, c'est les aspects très positifs et je dirais les plus des réseaux sociaux. Est-ce que, à l'inverse, que vous avez eu des crises à gérer? Comment vous avez traité un peu les sujets négatifs, les polémiques, les débats, tout ce qui était les sollicitations, même la modération, j'imagine qu'il y en avait quand même. Alors, on a eu de la chance pendant les Jeux, on n'a pas eu de crise. On a eu peu de sujets, peu de polémiques. Ensuite, nous, on avait une ligne qui était très claire, qui était show must go on. C'est-à-dire que les Jeux, c'est le sport, ce sont des émotions positives, et donc nous, on doit rester sur ce terrain-là. Tout ce qui est négatif, on l'a mis de côté. Et au final, c'était très intéressant de constater que le troll s'est épuisé. On l'a vu au tout début un peu arriver sur quelques commentaires, en essayant d'amener avec lui un peu de communauté. Et puis, quand il voyait qu'il était tout seul, au final, il a abandonné. Et petit à petit, notamment les 2 personnes qui étaient en charge de la conversation, à qui tous les matins je demandais alors comment ça va, quel est le niveau de la conversation, elles me disaient que tout allait bien, parce qu'au final, la conversation positive, l'émotion a gagné. Et ça, je pense que ça a été aussi une des belles réussites des Jeux. Ça c'est royal, s'il n'y a pas eu de crise ou peu, en tout cas c'est encore mieux. T'as parlé on est conscient que ça vient de se terminer les Jeux, si je prends en compte jusqu'à la parade des champions qui était récente. T'as dit déjà un peu des bribes de chiffres. Est-ce que t'as des éléments, des premiers résultats ou même grosses mailles à partager avec l'audience? Alors, on est encore en train de travailler dessus, mais tout ce que je peux dire, c'est que si je compte vraiment que sur les canaux de Paris 2024, notre volume de vues est de plus de 2,5 milliards au global pendant les Jeux, ce qui est assez énorme parce qu'on ne s'attendait pas à ce point-là. On a un écosystème qui a plus que doublé en termes de volume d'abonnés. Il est passé de 3,6 millions à 8,6 millions. Donc, ce qui en a fait vraiment un écosystème assez puissant. Et puis, un taux d'engagement à plus de 7% au global sur l'ensemble des... Donc, voilà, voilà pour quelques chiffres. Après, on va affiner un peu tout ça, mais on est... même si on ne s'était pas donné d'objectif, comme je te disais tout à l'heure, force est de constater que ça fait toujours plaisir quand tu vois ces chiffres-là, qui sont en plus largement au-dessus des quelques objectifs qu'on s'était fixés secrètement entre nous. Ouais, génial. Le volume et la qualité, quoi, les deux au rendez-vous.
Dernière question, est-ce que, alors ça va pas être peut-être pas simple parce que je pense qu'il y a peu d'équivalents, mais il y a beaucoup de professionnels du social media qui te regardent, y compris des gens qui travaillent peut-être pour des entités sportives, clubs, fédés ou des événements au sens large. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un organisateur d'événements ou à un homologue, je dirais, même si bon, il n'y aura pas un deuxième Paris 2024, mais ou peut-être le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne il y a quelques mois ou quelques Ouais. années au début. Je pense qu'il y a 2 conseils. Le premier conseil, c'est que, il ne faut jamais oublier que les réseaux sociaux, sont des outils au service d'une communication. Et nous, c'est ce qu'on s'est dit en fait. On n'était pas une finalité, on était un outil au service de Paris 2024. Et tout ça pour dire que si vous avez bien défini en amont ce que vous voulez dire, quel est votre message, et si ce message il est vraiment en affinité avec qui vous êtes, au final, ça rend les choses un peu plus simples. Et donc, il ne faut pas chercher à forcer le trait, il ne faut pas chercher à essayer d'être ce que vous n'êtes pas. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il est lié aussi à ce premier. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que si vous arrivez à faire en sorte que vos équipes prennent du plaisir, ça va se transpirer en externe et ça va se voir. On est quand même, les réseaux sociaux, c'est une matière vivante. Contrairement à ce qu'on peut penser, et donc dans toute vie on peut passer par différents terrains, par différentes émotions, et si vous faites en sorte que en interne, et notamment sur un grand événement où il y a autant d'émotionnel, les gens qui doivent le retranscrire sont heureux de le faire, et ben vous allez avoir une telle créativité, une telle liberté de ton, que tout ça, ça va transpirer dans l'ensemble de vos contenus. Et c'est un peu ce qui s'est passé chez nous, chez Paris 2024. Ok, bah super. En fait, c'est plus un conseil de management finalement que de technique Oui, social media, mais c'est mais complètement, parce que je pense que évidemment, il y a quelques ressorts, mais ce serait un peu trop court, disons, on n'a pas le temps de les expliquer, qu'on pourrait amener, mais après, ça, voilà ce que je disais tout à l'heure, c'est une matière vivante, c'est une matière qui est très personnelle, et c'est à vous, en fait, de la créer. Euh, mais sans jamais oublier, ce sont des outils de communication avant tout, et donc c'est par rapport à ce que vous voulez dire que vous allez adapter derrière toute votre ligne. ok, très clair. Bah, c'était hyper intéressant, c'était très complet et merci pour ta transparence notamment, Philippe. Reste avec nous parce qu'il y a eu Ouais, quelques questions. ouais, j'ai vu quelques questions. Ouais. Voilà, on y répondra juste après la présentation de l'étude bah, qui commence tout de suite avec Clément. Bonjour à tous. Clément, bienvenue. Donc, comme je le disais, Clément, spécialiste des problématiques de sponsoring, sport et e-sport notamment. Et tu vas nous présenter, il me semble, des éléments plutôt quanti, donc de performance sur la présence social média des athlètes. Exactement, c'est ça. On a analysé, au départ, on était parti sur analyser les sportifs français et de fil en aiguille, on a analysé les 11 000 athlètes participant aux Jeux Olympiques. Alors, on pourrait passer des heures sur ce dataset-là, mais on va essayer d'aborder certains points clés en lien avec les marques aussi, notamment les sportifs qui ont brillé durant ces Jeux. On est d'accord, c'est donc ce que les athlètes ont publié sur leurs espaces, sur leur compte Instagram, Facebook, Twitter, sur TikTok, sur LinkedIn aussi, je crois, sur les réseaux sociaux chinois. Enfin, c'est Exactement, c'est ça, sur tout leur réseau pendant la période des Jeux Olympiques. On a même regardé un petit peu avant et un petit peu après. Et là, les chiffres qu'on vous donnez à chaque fois, donc on a toute l'évolution. Et vraiment sur la partie JO, voir ce qu'ils ont créé comme contenu, les volumes, les engagements qui ont été générés, ce genre de choses. Voilà. eh ben génial, c'est parti. Donc, comme je l'évoquais, c'est plus de 11 000 athlètes qu'on a traqués, avec beaucoup d'enseignements évidemment par rapport à ça. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'est une force de frappe qui est considérable. On a plus d'1,3 milliard d'abonnés en cumul sur les réseaux des différents athlètes. Si on regarde après, on a certains gros chiffres qu'on peut vous mettre en avant, notamment que 86% des sportifs avaient une présence sur les réseaux sociaux. Ce qui est considérable. Au niveau français, on est même encore plus loin, avec 99% d'entre eux qui ont notamment une présence sur Instagram. C'est une plateforme qu'on retrouve ici avec 83% du dataset global, tout pays confondu, 83% des athlètes qui étaient sur cette plateforme, simplement parce qu'elle a beaucoup d'avantages. On a le format story notamment qui permet de partager des entraînements, ce genre de choses, et des contenus un peu plus
peut-être plus jolies ou prévues pour durer dans longtemps, via les formats feed et Reels. Et après, on retrouve quand même derrière Instagram, Facebook, on a tendance à penser que c'est une plateforme sur le déclin, mais il y a encore une audience extrêmement importante. Et pour certains sports, je pense à l'équitation notamment, où il y a pas mal de sportifs qui sont encore très présents dessus. Ça a un impact assez important. Et ensuite, on va retrouver X, donc là avec une présence des athlètes, plus pour réagir à chaud sur certains éléments. Et enfin, sur les athlètes français, nous, ce qu'on a noté aussi, ce qui peut être assez surprenant, ce qu'on ne pense pas comme ça de premier abord, c'est que un quart d'entre eux sont présents sur LinkedIn, tout simplement parce que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir toucher facilement les professionnels, assez logiquement, démarcher des sponsors, mettre en avant leur préparation, les différentes valeurs qui peuvent être amenées en termes de storytelling sur cette plateforme. Si on regarde ensuite la temporalité, donc comme je disais, on a analysé avant, pendant et après les JO. Ce qu'on voit, c'est qu'il y avait vraiment eu un pic en fait de publication au moment de la cérémonie d'ouverture. C'était l'apogée en termes de publication de contenu, avec quasiment 4000 contenus publiés par les athlètes à ce moment-là. Et après, on a un niveau qui est assez équilibré pendant toute la période des JO, que ce soit en première ou seconde semaine, avec des disciplines très, très différentes. Si on regarde les engagements, pareil, on voit un pic au moment de la cérémonie d'ouverture, et après on va voir une multitude de pics avec une progression constante. Ça s'explique tout simplement parce qu'on a l'arrivée de différentes stars dans les différentes disciplines à chaque fois, qui vont fortement engager, et on est sur des volumes considérables, avec des dizaines de millions d'engagements qui sont générés à chaque fois, chaque jour, en lien avec les différentes disciplines. Ensuite, on a regardé du coup ces athlètes. On a d'autres gros chiffres qu'on peut vous mettre en avant. Donc déjà, c'est plus de 50 000 publications sur la période stricte des Jeux Olympiques, ce qui représente plus de 13 milliards d'impressions sur leurs différents postes, 886 millions d'engagements. Donc ce que je pense n'importe quelle marque espère atteindre un jour, et en tout cas ce qu'on souhaiterait avoir. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est le taux d'engagement. On est à quasiment 7% de taux d'engagement, donc ce qui montre un attrait très important de la part des audiences pour ces contenus. En termes de top athlètes, celle qui ressort assez logiquement, j'ai envie de dire, c'est la légende de la gymnastique Simone Biles, qui était déjà extrêmement connue et qui a encore plus explosé durant ces Jeux avec de nouveaux titres, tout simplement. Et côté français, c'est Florent Manodou, donc là on parle en termes de visibilité et d'engagement. On aurait pu penser à Léon Marchand en premier, mais Florent Manodou a publié beaucoup plus de contenu que Léon Marchand. C'est pour ça qu'il va ressortir plus, et aussi parce qu'il a utilisé beaucoup le format Reels, ce qui lui a permis de dépasser largement son audience sur Instagram notamment, où il avait que 800 000 abonnés à l'époque, et il faisait plusieurs millions de vues sur ses posts. Et ça, pour vous donner une idée, sur le top 3 des Français, donc on va retrouver Florent Manodou, Léon Marchand en second, et en troisième, la cycliste Pauline Ferrand-Prévot. On a également regardé donc, sur notre dataset la présence des marques. Donc pour ça, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Donc regardez les mentions, les hashtags, ou également les tags dans les posts. Là, on vous a fait un classement des marques qui étaient les plus présentes dans les mentions. Ce qu'on voit assez rapidement, c'est que ce sont principalement des équipementiers qui vont ressortir, ce qui est assez logique parce qu'ils vont équiper les différentes sélections, mais aussi ils ont des contrats individuels avec plusieurs stars. Et on voit notamment Adidas qui peut équiper le vainqueur du 100 mètres, Noah Lyles, l'américain, et qui ressort sur pas mal d'assets clés comme cet athlète, ce qui explique sa première place devant Nike. Et ensuite, on va retrouver des partenaires de Paris 2024, tels que Samsung, Omega ou encore Allianz, qui ont eu des présences importantes avec différentes stratégies, des mises en avant de produits, des tags dans les posts des contenus, dans les posts des athlètes, ce genre de choses. Si on rentre un peu dans le détail, après, on vous a fait donc, un top des différents sportifs. Donc on retrouve Simone Biles et on retrouve en second une gymnaste, encore une fois, Rebecca Andrade, une gymnaste brésilienne. Les Brésiliens qui sont très représentés dans ce top, parce qu'on a également le surfeur Gabriel Medina, une autre gymnaste Flavia Sareva, ou encore la skateboardeuse
Race à Lille. Donc, très forte représentation des sportifs brésiliens. Et on voit que c'est les gymnases vraiment qui surperforment par rapport au reste en termes d'engagement, grâce à une présence notamment sur des réseaux très engageants comme Instagram ou encore TikTok. On a pas mal de noms qui sont très connus dans Stop. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'on a l'Indienne Sindhu Pusarla qui émerge dans Stop, malgré le fait qu'elle n'ait pas gagné de médaille contrairement aux autres. Simplement parce qu'elle a des audiences extrêmement importantes. C'était la porte-drapeau de l'Inde. Et elle a eu un post avec le drapeau de l'Inde justement sur la péniche au moment de la cérémonie d'ouverture qui a généré plus de 4 millions d'engagements, ce qui est considérable juste sur ce contenu-là. Si on regarde ensuite par discipline, on retrouve la gymnastique artistique qui est large première, et en second, on va avoir l'athlétisme. Pour rappel, donc la délégation qui est la plus représentée en nombre de sportifs est l'athlétisme, qui a le plus de disciplines, mais elle arrive seulement seconde. On voit en fait principalement des sports qui vont être collectifs, qui vont avoir beaucoup d'épreuves dans les premières places. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que c'est pas forcément les sports qu'on va avoir, qui vont générer le plus d'engagement en France notamment, parce qu'on va retrouver la natation et le judo qui sont un peu plus en retrait, mais qui vont être dans les top sports pour la délégation française, notamment en lien avec les différentes stars qu'on peut avoir, comme des Teddy Riner ou Léon Marchand, qui ont brillé durant ces Jeux de Paris 2024. On a ensuite fait donc un classement par délégation, justement, pour mettre en avant en volume d'engagement celles qui avaient brillé. On a la France qui est sur le podium, donc une nouvelle médaille à son actif, avec une 3e place. Bon, on a évidemment les États-Unis et le Brésil, donc qui sont hors normes dans la continuité de ce que j'évoquais précédemment, avec des performances extrêmement importantes en termes d'engagement. Et ensuite, on va retrouver les différents pays un peu plus en retrait, donc la France, le Japon, l'Inde. Ce qu'on vous a mis en avant également, c'est à chaque fois le sport qui était le sport phare qui a généré le plus d'engagement par pays. Donc on va retrouver donc pour les top pays, donc la gymnastique notamment, parce que j'évoquais pour la France la natation. Ce qui est intéressant de voir, c'est également le top athlète à chaque fois, et en fait totalement corrélé à la discipline qui émerge pour chaque pays. Généralement parce que c'est une star qui a généré énormément d'engagement pour la délégation de son pays et le sport associé. Ensuite, si on rentre dans les contenus, donc on vous a déjà mis en avant les top contenus, toutes plateformes confondues. Donc on va retrouver, si vous avez suivi les jeux, vous allez le reconnaître, le tireur Youssouf Dikek, donc le Turc, qui était devenu un vrai mème pendant les JO, avec même des reprises pour les célébrations des différents sportifs dans différentes disciplines. Donc c'est lui qui a un post Instagram à plus de 7 millions de likes. On va avoir ensuite donc la gymnaste Rebecca Andrade que j'évoquais précédemment, avec un Reels avec toutes ses médailles, ce qui a très bien fonctionné. Et un post qui est vraiment encore plus hors norme en termes d'engagement, c'est celui de Simone Biles sur TikTok, avec plus de 15 millions de likes, commentaires et partages générés à l'occasion de la victoire tout simplement en équipe de la team USA. Et sur les autres plateformes, on a des choses intéressantes également, notamment sur Facebook, où en fait le top en engagement n'est encore pas un médaillé. C'est un perchiste indonésien qui a fini 4e. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est que ça a généré beaucoup d'engagement. Ça aurait été dans un pays comme la France, pas sûr que ça aurait suscité les mêmes réactions. Ça, c'est des choses qu'on a déjà pu voir nous sur d'autres événements, notamment des Coupes du Monde, avec des réactions vraiment de soutien envers ces différents sportifs. Et là, c'est ce qui se passe. Il est 4e, sachant qu'il est à la même hauteur que la personne arrivée en 3e position. Donc, il met en avant qu'il est très fier de sa performance et en même temps assez dépité, assez logiquement, d'arriver 4e. Sur X, donc anciennement Twitter, on retrouve Andy Murray qui réagit avec humour à son élimination, qui était aussi sa retraite, son dernier match, où il dit qu'en fait, il n'a jamais vraiment aimé le tennis. Donc, ce qui a très bien fonctionné assez logiquement sur la plateforme. Et on va retrouver ensuite sur YouTube un contenu intéressant de Tara Davis, qui est en fait donc la championne de saut en longueur, et qui partage sa chaîne YouTube avec son conjoint, qui est également un athlète, lui paralympique, et qui a gagné quelques semaines plus tard une médaille d'or en 400 mètres.
Et en fait, c'est une chaîne donc, qu'ils ont en commun. Ils vont mettre en avant des vlogs et des shorts, comme on peut voir ici, avec la récupération après les JO, où en fait, ils ont des performances extrêmement importantes, avec plusieurs centaines de milliers de vues et des dizaines de milliers d'engagements qui sont générés à chaque fois sur ces contenus. Je vais ensuite vous parler plus de la mise en avant des marques. On a différentes choses qu'on a pu noter, voilà quelques exemples. Donc on va avoir une présence déjà dans les mentions directement des posts, donc comme on peut l'avoir avec Samsung sur le premier pour Race à Lille, avec le hashtag évoquant le produit Galaxy Z Flip, donc qui est mis en avant tout simplement pour prendre la photo. Donc du placement de produit en fait directement. C'est ce qu'on va retrouver également avec Carlos Alcaraz et Léon Marchand, avec la présence de montres tout simplement à leur poignet. Donc Léon Marchand avec Omega, donc partenaire des jeux, et Carlos Alcaraz avec un partenaire personnel, Rolex, à l'occasion de la photo avec sa médaille. Dans les autres contenus, on va retrouver les équipementiers. On évoquait tout à l'heure qu'ils étaient extrêmement présents dans les mentions des différents postes des athlètes. Donc là, on va pouvoir retrouver Nike, Adidas sur les tenues, mais également en mention directement dans les posts. Les sportifs vont tout simplement remercier ces marques pour le soutien apporté au quotidien grâce à leurs équipements. Et on va voir après, notamment avec le plongeur anglais, là c'est plus l'équipement, donc c'est assez difficile de rater la marque quand il y a uniquement un maillot de bain en termes d'équipement sportif. On les voit très bien. Et on note aussi le post du français, donc Victor Wembanyama, qui citait Nike en reprenant donc une action réalisée contre les États-Unis durant le tournoi olympique. En autre contenu, en associant des marques, on voit qu'il y a des temporalités. Donc là, c'était un peu juste avant le début des JO. On avait donc la gymnaste brésilienne qui a mis en avant la marque Powerade pour évoquer tout simplement l'accompagnement de la marque et aussi tout l'impact des produits avec l'importance de l'hydratation et de la nutrition en lien avec le sport. Donc ça peut être des posts comme ça qui mettent très en avant la marque ou des choses un peu plus discrètes, comme on peut retrouver pour Kayla Nemours et pour Antoine Dupont, où la marque n'est pas forcément très présente directement. Pour Kayla Nemours, en fait, elle était taguée dans un post carousel sur Instagram où elle avait tagué la marque Dior Bouti directement son compte sans forcément mentionner la marque directement dans le post ou qu'elle soit explicitement présente. Pour Antoine Dupont, pareil, on a un carrousel où la marque va être taguée. Et on peut quand même l'identifier aussi avec la chemise avec Louis Vuitton qui était marquée du coup sur ses vêtements. Et un autre contenu qu'on a pu noter, donc on a un post d'un badiste thaïlandais qui lui a remercié tout simplement ses sponsors, sa famille et évidemment tous ses coachs, et ses sponsors tels que Visa ou Toyota pour leur accompagnement à la suite de sa rentrée en Thaïlande. On a des choses un peu plus comme on avait avant avec des films style Powerade, donc là avec Alliance qui mettait en avant un film directement, on voyait fortement le logo de la marque, donc on voit assez explicitement que c'est sponsorisé. Ça, ce qui illustre pas forcément la stratégie de la marque qui allait faire qui était présente principalement dans des tags de posts, donc de façon un peu plus discrète sur les différents sportifs. Et enfin, on vous a mis un dernier post avec le français Félix Lebrun, qui lui a bénéficié tout simplement d'un post carousel en partenariat donc avec Carrefour directement, donc ce qui est assez rare pour le mentionner quand même sur ce type de contenu pour tout simplement le féliciter avec sa médaille de bronze. Donc il y a eu tout un tas de stratégies assez différentes, des marques qui sont associées à certains types d'athlètes ou certaines disciplines en particulier. On pense par exemple à LVMH qui était présent avec pas mal de surfeurs, ou encore Dior avec des gymnastes en particulier. Et donc ce qui est assez intéressant d'un point de vue marque à analyser tout simplement. Et je vais laisser la main du coup à Alexandre pour vous parler des audiences. Merci Clément, merci beaucoup.
Oui, ça, exactement. Donc maintenant, on va rentrer dans une partie un peu plus, qualitative. Bonjour à tous. Donc moi, je suis plutôt spécialisé sur, l'analyse de conversation, l'analyse conversationnelle sur les réseaux sociaux pour avoir donc le retour, le feedback des audiences, sur un événement, sur une campagne, sur une marque. Et là, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va regarder à la fois, le retour des internautes, des communautés autour autour des athlètes, autour de l'événement et surtout autour de la présence de quelques marques. On va avoir quelques use cases pour comprendre du coup à différentes échelles et différents degrés de réception hein, de la présence de ces marques pendant l'événement, comment les audiences ont réagi et surtout qui sont-elles. On va d'abord commencer par regarder qui elles sont et comment on fait nous chez The Factory pour savoir qui sont ces audiences qui interagissent avec ces athlètes. Ben, tout simplement, on va venir chercher leur centre d'intérêt, leurs points de tension et de passion communes qui vont pouvoir les regrouper dans des catégories et on va pouvoir les étiqueter. Et une fois qu'on a étiqueté ces audiences nouvellement créées, on va venir chercher des commentaires, des actions, des interactions social media pour vraiment pouvoir approfondir notre connaissance de ces audiences et on va pouvoir ainsi, les analyser, les comprendre, les identifier, connaître leur code de communication et cetera. Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec, pour aujourd'hui donc pour la France, les fans de la team France olympique. On est venu un peu chercher les différents centres d'intérêt. Alors évidemment, on va avoir énormément de conversations, de discussions, d'interactions sur les athlètes, sur leur succès, leurs médailles, leurs réussites. Mais on va avoir aussi d'autres éléments qui vont venir, nous permettre de regrouper du coup ces internautes, autour du coup d'une fierté d'équipe, d'un sentiment d'appartenance, hein, qui va vraiment être fort ici, autour d'un sport, un sport en particulier, autour de la compétition, autour du jeu, autour, du divertissement. Bref, plusieurs centres d'intérêt, sujets clés qui vont nous permettre donc de venir cartographier, les audiences de, la Team France olympique. Donc quand je dis Team France olympique, c'est-à-dire l'ensemble de tous les, athlètes, comme le disait Clément, hein, tous les athlètes présents sur les réseaux sociaux. On a été capable donc de venir, les analyser, les étiqueter et comprendre du coup, ce qui, peut les regrouper à travers des points de tension et de passion communes. Donc concrètement, sur un bel échantillon hein, de 250 000 membres quand même, on va avoir 6 communautés différentes qui vont ressortir dans les audiences, de ces athlètes, français. Alors évidemment, ils vont tous être majoritairement autour du sport, hein. On va avoir, dans les premiers des fans de foot anglais, des fans de NBA. Donc évidemment, ce sont 2 communautés qui sont extrêmement, actives, hein, sur les réseaux sociaux, très bavardes, et qui vont beaucoup, beaucoup réagir du coup sur des publications sport, bien sûr. Et on retrouve aussi, des fans de foot français, donc qui vont se retrouver, également sous ces publications. Donc ici, aucune surprise. On a en revanche les gamers et ça c'est très intéressant parce que les gamers c'est la deuxième grosse communauté, très bavarde, très active, sur les réseaux sociaux, qui a aussi pris, du coup le pli des JO 2024. Donc ça veut dire que les JO ont même réussi à toucher une autre audience qui est peut-être pas habituellement, atteint par des problématiques sport. Donc très intéressant. Et après, on va avoir, 2 autres, plus petites audiences ici, mais quand même relativement, en surreprésentation ici, des fans de cyclisme et des fans de tennis qui vont être très présents. Le cyclisme, hein, qui va être expliqué largement par les surperformances, des équipes, françaises en BMX et en triathlon. Donc là, on voit vraiment, voilà un engouement, et donc une surreprésentation de la part des fans du 2 roues. Et autre point à garder en tête, c'est que l'audience ici, de la totalité de cette audience, eh bien, plus de la moitié ont entre 25 et 34 ans. Donc concrètement, ils sont très, très jeunes, hein, dans cette audience. Donc ça va être 3 points à retenir sur ce découpage de l'audience des athlètes français. C'est que d'un côté, on va avoir un objectif accompli, vu on sera arrivé à vraiment à toucher toute la cible recherchée, c'est-à-dire les jeunes qui s'intéressent au sport. On l'a vu qu'ils ont plus de la moitié entre 25 et 34 ans, qui s'intéressent surtout à du foot, à du basket. Donc, ce qui était vraiment l'objectif, premier, hein, de vraiment toucher tous les jeunes qui ont un intérêt et un attrait fort pour le sport, est rempli. Mais on est même allé plus loin
vu que les Jeux olympiques ont réussi à toucher une audience qui est peut-être moins encline à interagir avec du sport, donc la cible des gamers. Et donc concrètement, on a vraiment réussi à étendre le reach, hein, à étendre le niveau d'attention, autour des JO. Et enfin, on l'a même vu du coup, la présence d'ultra français. Donc ça, c'est vraiment une communauté dite de sportifs, pardon, de fans multisports qui vont venir s'intéresser donc à tous les sports à partir du moment où il y a un athlète français en jeu. Donc ici, il y a en plus de ça ce sentiment d'appartenance dont je parlais, qui va revenir un peu de façon récurrente dans cette analyse, qui est vraiment voilà une base commune dans cette analyse des audiences, où on va retrouver du coup voilà ces supporters qui, quoi qu'il arrive, dès qu'il y a un Français, ils vont être présents derrière et ils vont avoir besoin d'interagir, de montrer qu'ils sont fiers d'être Français, etc. Alors c'est intéressant, on l'a fait le travail du coup sur des top athlètes. Donc on a Teddy Riner, Léo Marchand ou les frères Lebrun. Et là, on va être plus intéressant quand on regarde au top athlète, on va voir passer des audiences qui seront un peu plus spécifiques. Alors évidemment, on va avoir des audiences classiques, on va retrouver à chaque fois des sportifs, on va retrouver des ultra français, j'aime bien ce terme, mais on va retrouver à chaque fois des audiences plus spécifiques, ce qui va être ici vraiment une preuve à l'image que la marque doit vraiment connaître son audience, l'audience en tout cas d'un athlète ou d'un ambassadeur, pour savoir exactement comment toucher au maximum du coup l'audience de cet athlète avec quel code de communication. Car chacun, même s'ils embarquent du coup une audience assez commune, va aussi avoir des spécificités très structurantes. Donc Riner va être plutôt sur une jeune génération qui va apprécier un champion incontesté. Là où Léon Marchand sera plutôt luxe et lifestyle, on va voir pourquoi, et les frères Lebrun auront une audience e-sportive assez conséquente. Alors, Teddy Riner, comme on peut le voir, donc là on voit encore une fois un éclatement ici d'une audience uniquement autour des followers et des fans de Teddy Riner sur les réseaux sociaux. Donc on retrouvera hein, à chaque fois ces journées sportives, ces sportifs ou les ultra français dans l'audience, mais on trouve aussi des spécificités. Donc on voit ici des consommateurs de divertissement, des aficionados de Twitch et de YouTube. Donc ce sont ici des gens qui sont beaucoup plus dans voilà, la consommation de divertissement au sens large, qui vont voir en Teddy Riner vraiment voilà, un champion incontesté qui est transgénérationnel, là où des quadragénaires vont y voir vraiment un champion invaincu, des Gen Z vont y voir ici un énorme champion juste sur la période de 2024 avec sa double médaille d'or. Donc vraiment, c'est intéressant de voir qu'on peut toucher tout le monde à travers Teddy Riner. Léo Marchand, c'est un peu différent. On va y voir ici, en dehors hein, du socle commun de sportifs et de journalistes, on va y voir ici aussi émerger une petite communauté dixit, de patriotes. Ici, ça va vraiment être des internautes qui vont ne jurer que par le Made in France. Donc c'est vraiment intéressant de voir que Léo Marchand véhicule des valeurs d'élégance, aussi de garantie de qualité. Hein. Quand on a amené Léon Marchand du coup au moment de la natation, c'était presque une garantie d'au moins une médaille d'or. Il en fait 4, voilà, il a été énorme, mais tout le monde y voit en lui, voilà, ce côté made in France. Pour paraphraser un peu le film de Hazanavicius, vous aimez, c'est français, voilà, c'est littéralement Léon Marchand ici. On apprécie vraiment ce côté garantie de qualité et de victoire à travers du coup ce qui se fait de mieux en France. Les frères Lebrun, c'est autre chose. On va avoir évidemment, du coup, ce côté fraternel, hein, qui va remonter très fort et qui va être très intéressant sur lequel travailler dans une communication avec les frères Lebrun. Mais il y a aussi une importante, communauté, donc ici on le voit, hein, à l'écran, la communauté des Carmine Corp Ultra, qui pourrait être concrètement, renommée, la communauté e-sportive, hein. La Carmine Corp, c'est une équipe française e-sport, avec la plus grosse communauté de supporters en France, et peut-être même dans le monde. Mais en tout cas ici, voilà, il y a une énorme communauté e-sportive qui va vraiment, interagir avec les frères Lebrun.
Et donc, ici, on va avoir une partie gaming très importante, très fort à avoir en tête si un jour on est amené à faire un partenariat avec un ou les deux frères Lebrun, car eux-mêmes sont très présents dans cette scène gaming. Ils étaient d'ailleurs présents pendant le The Event de Zerator, donc un stream caritatif sur Twitch. Ils étaient présents pendant l'événement. Donc concrètement, on a voilà, vraiment une accroche, une attache très forte entre l'univers gaming et les frères Lebrun. Enfin, je voulais aussi lui faire honneur. Cassandre Beaugrand, elle va devenir du coup cette influenceuse plus niche, où en gros elle va réussir à venir engager la totalité hein, de l'écosystème du deux roues. Donc tout ce qui va être journaliste cyclisme, passionné de triathlon, fan de cyclisme, vont tous se retrouver derrière elle et vont vraiment voilà, s'engager, interagir avec elle. Et c'est là où sa grande réussite social media, entre guillemets, c'est qu'elle a réussi à embarquer avec elle la totalité du coup d'un écosystème à travers du coup son exploit. Donc c'est assez intéressant de voir voilà cette spécificité versus les autres athlètes qu'on a pu étudier. Où elle, si on veut travailler du coup avec Cassandre Beaugrand, il y a un important axe de communication à avoir en tête autour du deux roues. Donc là, c'est vraiment ce qu'on cherche à mettre en avant ici. Hein, chaque athlète va embarquer du coup de façon commune hein, des communautés sportives et de supporters français, d'ultra français, mais chacun va avoir sa valeur, sa spécificité bien particulière qu'une marque doit avoir en tête quand elle travaille avec. D'un côté, Riner va être un peu le- comment l'influenceur facile, hein, avec du coup un symbole national incontesté, tout le monde l'apprécie, que ce soit les jeunes comme les moins jeunes. Et de l'autre côté, on va avoir un Léon Marchand beaucoup plus axé sur le Made in France, quand les frères Lebrun auront une grosse accroche gaming, et Cassandre Beaugrand, elle, sera plutôt l'ambassadrice d'un écosystème vélo. Donc c'est très intéressant de voir voilà, l'interaction que les marques peuvent avoir avec ces influenceurs, en tout cas ces athlètes. Les marques, parlons-en. On a aussi étudié 3 marques. Donc là, on a préféré avoir, plutôt, une vision, par marque, partenaire des JO, non pas du coup les équipementiers qui, elles, sont presque, de façon organique et évidente, présentes sur les JO. Là, on a voulu voir 3 marques différentes qui, chacune d'entre elles, ont eu des interactions et des échos, médiatiques un peu différents. Dior était presque, parfait dans sa présence, surtout grâce à la diva. EDF aura aussi une très bonne, enfin voilà, de très bonnes retombées, médiatiques avec du coup notamment sa vasque et cetera. Mais on a quand même vu quelques petites critiques, par-ci par-là évidemment, vu qu'on parle d'énergie. Et enfin LVMH, on va la voir, ensemble, a elle aussi du coup, subi un peu de temps en temps les jeux, notamment avec sa surprésence, du coup pendant les jeux où certains y ont vu une présence quasi publicitaire qui a été un peu, remontée, par les internautes. On va voir ça ensemble. Donc je vais commencer par, EDF du coup avec, qui a quand même développé une campagne de communication assez importante. C'est évidemment, beaucoup ont été, enfin un gros focus a été porté sur, sa vasque, qui a été, largement appréciée, par les internautes. Et elle a également, donné du coup beaucoup de temps de parole et de visibilité à la Team France et la Team EDF. Donc le suivi, ça lui permet de vraiment suivre toutes les compétitions, suivre aussi ses, athlètes EDF, pour vraiment voilà célébrer chaque médaille, chaque victoire et cetera. Et a aussi développé du coup une campagne de communication en direction des jeunes avec un live Twitch et 2 influenceurs, Rivenzi et Bougueraba, qui ont été vraiment du coup, voilà, les porte-parole sur Twitch et YouTube pour EDF. Alors je le disais, c'est vraiment intéressant. Ils ont utilisé, voilà, on voit les codes, hein, EDF, c'est le 100. Alors c'est vraiment du coup un code de communication ici très, très Gen Z, mais c'est le 100 pour 100% électricité renouvelable. Donc c'est voilà une manière très intelligente d'amener du coup le 100% renouvelable, qui était vraiment la promesse d'EDF pendant ces jeux. Et donc du coup, ils ont fait, une communication relativement classique, mais qui fonctionne sur, multicanal, sur Instagram, TikTok et surtout sur Twitch, hein. Ça part surtout sur Twitch. Rivenzi est un streamer Twitch qui invite donc Redouane Bougueraba pour, voilà, discuter à propos des différentes thématiques, des promesses d'EDF autour de l'énergie renouvelable.
Alors, on va surtout donc, ça ce sont les réactions des internautes, donc toutes les conversations autour d'EDF. Ça va être surtout la vasque, hein, qui va être vraiment commentée et on le voit, ça va driver énormément de commentaires, positifs ou neutres, en tout cas de commentaires ambassadeurs autour d'EDF. Là où, du coup, la cérémonie d'ouverture, les athlètes sont également très, très forts, autour de la, des JO et le partenariat des JO et d'EDF. Là, en revanche, voilà, les promesses, en tout cas toute la partie, tout le discours du coup sur le renouvelable sera, vraiment, camouflé dans le flot de conversation autour de la vasque. Et on y voit, voilà, beaucoup, beaucoup de conversations, on parle d'innovation à 12 dans les commentaires, on parle de révolution presque à 6. Donc c'est vraiment très intéressant de voir, à quel point cette vasque a été appréciée par la communauté. Là où certains vont y voir de l'énergivore. Alors c'est assez intéressant. L'énergivore, ici, on y voit, alors je le disais du coup, voilà, beaucoup de d'innovation, donc là, ce sont des commentaires, des vrais commentaires de la part d'internautes ici, en réaction du coup à cette vasque. Il y en a même un qui va dire: «La vasque des Jeux de Paris 2024 met en scène une flamme révolutionnaire», donc c'est vraiment des mots très, très forts et certains, ils voient du coup aussi quelque chose d'énergivore, en disant, sans vouloir casser l'adhésion quasi généralisée que suscite cette vasque, ça fait tout de même une grosse consommation d'eau au final. Ça, c'est très intéressant, c'est l'autre partie du coup du débat où on voit certains qui voient peut-être, une dépense énergétique inutile, et on va aussi avoir des commentaires de greenwashing sur le décarboné. Mais encore une fois, on l'a vu, hein, du coup dans la répartition de la tonalité, ce sont des conversations qui sont très faibles, mais ce sont des discours qu'il faut attendre, auxquels il faut pouvoir s'attendre à répondre, car ça peut parfois prendre de l'ampleur et venir vraiment ternir du coup la présence de la marque pendant un tel événement. Et on va le voir juste après pourquoi. Dior, je le disais du coup, qui elle a explosé en termes de commentaires ambassadeurs, notamment à travers Céline Dion. Donc toutes ces ambassadrices ont vraiment été mises en avant. Donc Céline Dion, Aya Nakamura, Lady Gaga, la, 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 enfin, la directrice artistique Maria Grazia Chiori. Bref, vraiment une présence quasi parfaite pour Dior, surtout grâce à Céline Dion, hein. 35 des commentaires autour de Dior font mention en fait de la marque de Céline et ou de sa robe, donc c'est vraiment très intéressant. Parce que ça leur permet du coup de véhiculer des valeurs absolument, positives autour de la marque. On parle à 25 de beauté, à 11 de magie, à 5 d'icône et même, on va vraiment mettre en avant, le savoir-faire. Donc c'est vraiment, un carton plein pour Dior, surtout sur voilà, cette séquence, Céline Dion qui a vraiment permis de briller, hein, littéralement briller aux yeux du monde. Et donc, on va avoir un commentaire, enfin un vocabulaire très ésotérique, avec des commentaires dithyrambiques sur Céline Dion, sur les robes. Donc, ce qui va permettre de mettre un peu en avant le savoir-faire de Dior aux yeux du monde. Enfin, dernier petit point, donc je le disais du coup, certaines présences peuvent être parfois aussi plus problématiques, en tout cas plus ambiguës. LVMH, donc qui a été, aussi largement commenté, va, être commenté surtout sur la cérémonie d'ouverture, sur le fait d'être partenaire, sur le fait d'avoir permis, du coup un tel événement, mais va aussi être, critiqué. On va avoir du coup des éléments concernant la malle qui va remonter assez souvent et peut-être une surprésence selon certains. Et ils vont y avoir du coup un partenariat peut-être trop publicitaire, où on aura trop de présence du coup de LVMH, pendant les JO. Ou encore, une distinction entre un événement populaire qui est censé être populaire comme les Jeux olympiques et une marque de luxe que certains ont vu comme, non pertinent et n'aurait pas dû avoir lieu, de prime abord. Donc on le voit du coup dans les commentaires, même si certains vont apprécier du coup la présence d'LVMH qui a permis de réaliser un tel événement. D'autres vont y voir du coup une surreprésentation, on le voit, hein, mais c'est les JO LVMH en fait, où il y a trop, enfin voilà, on le voit dans les commentaires, il y a peut-être trop de présence, et certains, donc, comme je le disais, vont voir un décalage entre la marque de luxe et un événement populaire. Donc c'est vraiment ici intéressant de voir en fonction des marques, en fonction du plan de communication, de l'activation faite, des ambassadeurs qui ont été activés, comment chacun a pu voilà, tirer son épingle du jeu et soit être apprécié et obtenir autant de commentaires ambassadeurs de la part des audiences, ou
au contraire, se faire, tacler et peut-être, alimenter des réactions plutôt négatives, plutôt, accusatrices parfois, hein, autour des jeux et donc venir ternir un petit peu de sa présence, pendant un tel événement. Voilà, je pense qu'on va avoir quelques instants peut-être pour, du questions-réponses. Exactement. Merci Alex et merci Clément pour cette présentation. On va rester ensemble encore quelques minutes pour répondre aux questions. On a une petite dizaine de questions qui ont été posées par les viewers. Et Philippe, je te préviens, elles sont majoritairement pour toi. Je pense que Clément et Alexandre ont fait des présentations tellement limpides qu'elles ne soulèvent pas de questions. Donc on attaque tout de suite. Il y a plusieurs questions, je vais les jumeler, qui concernent un peu justement l'écosystème Paris 2024, à savoir qu'est-ce que vont devenir les comptes Paris 2024 désormais, vu que les jeux sont finis, et est-ce qu'ils seront utilisés pour les prochains JO d'hiver dans les Alpes françaises en 2030. Ah, t'entends pas Philippe, tu as peut-être le micro. Ouais, totalement. Là, ça devrait être bon. C'est une bonne question. On est en train d'y travailler, d'y réfléchir. Comment, voilà, on peut capitaliser sur le travail qui a été fait sur cette communauté. Donc encore trop tôt pour y répondre, mais on a bien en tête ces enjeux. Et est-ce qu'à l'inverse, les comptes Alpes françaises 2030 sont actuellement gérés par le COJO de Paris 2024? Non, pas du tout. Et pour moi, il n'y a pas de compte encore officiel 2030. Je crois que j'ai vu des comptes qui sont des faux comptes ou des personnes qui tentent de prendre, de préempter ces canaux-là, mais je n'ai rien vu et officiellement, il n'y a rien. Ok, donc c'est pas des comptes officiels. Bon à savoir. Est-ce que vous avez planifié des contenus spécifiques avec les athlètes en amont des jeux, des collaborations, des relais sur le compte? Et si c'est le cas, est-ce que les athlètes avaient une liberté de ton et de création, ou est-ce qu'il fallait qu'il y ait une validation de votre part et qu'il y ait un cadre fixé par le COJO? Alors, les athlètes étaient totalement libres de tout ce qu'ils postaient sur les réseaux sociaux. Alors, il y avait un social media guidelines qui a été établi par le CIO qui limitait un petit peu voilà, ce qu'ils pouvaient faire et ne pas faire, même s'il y a eu plus de liberté qu'auparavant sur ces jeux pour les athlètes. Hein. Ils avaient le droit de filmer, et notamment au village, je crois ils avaient 2 minutes par jour de contenu possible, ce qui était une nouveauté dans les possibilités qu'ils avaient. Nous, de notre côté, pendant les jeux, les athlètes, ils sont dans leur bulle. On n'a pas essayé de créer des choses avec eux à proprement parler. Par contre, quand on avait un contenu fort, on leur envoyait directement en DM. Je prends un exemple très concret. On avait fait une créa pour un athlète américain. On lui a envoyé en DM en lui disant si tu veux la poster, vas-y. Il l'a posté et ça a vraiment fonctionné. Au début des jeux, on a souhaité bonne chance à l'ensemble des athlètes en DM, à tous ceux qui arrivaient, en leur disant voilà, bienvenue en France, bienvenue à Paris, passe de bons jeux. Et puis, si tu veux parler sur les RS, n'hésite pas et utilise le hashtag Paris24. Donc, on a essayé de créer une relation et c'est vrai que même si pendant les jeux, à proprement parler, on les a laissés se concentrer sur les épreuves, ça fait des années en fait qu'on essaie d'être en relation avec eux et qu'on échange notamment en direct message. On avait eu pas mal de séries, je pense à une série qui s'appelait, qui montrait un peu les coulisses de leur préparation. Voilà, il y a des liens qui avaient été créés en amont, mais pendant les jeux, on les a laissés se concentrer. On n'avait rien établi auparavant. Et par contre, après, si on avait une bonne relation, on leur envoyait un petit message de félicitations. Et de toute façon, j'évoquais tout à l'heure les gens dans la conversation et de volontaires, un de leurs rôle était aussi de féliciter tous les athlètes qui avaient gagné une médaille lorsqu'ils avaient publié un contenu au nom de Paris 2024. Donc, ils mettaient un petit commentaire pour les féliciter. Ok, très clair. Ouais, d'où le rôle du conversationnel que tu parlais tout à l'heure. Alors, tu nous le disais tout à l'heure que vous n'étiez pas fixé d'objectif quanti clair. Du coup, ça a suscité un peu des réactions et on a une question qui est quel était l'enjeu global de communication avec les réseaux sociaux? Est-ce que c'était de faire découvrir Paris et ses sites, faire découvrir les sites en tant que tels, la diversité ou l'émotion de manière générale que vous venez d'évoquer? Comme je disais tout à l'heure, un des premiers points dans notre stratégie a été de faire comprendre ensemble, et notamment aux équipes, que les réseaux sociaux n'étaient pas une finalité. Je m'explique, personne n'analyse, à part les communautés spécialistes comme on le fait ce matin, mais personne n'analyse ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Tout le monde prend les contenus, dans le sens où, et donc c'est ce que je disais, on n'est pas une finalité, on est un outil. Et comme tout outil, nous, on devait retranscrire les marqueurs du projet. Les marqueurs du projet, c'était Paris,
qui était transformé en terrain de sport. C'était cette fête populaire avec la célébration. Voilà, donc on avait comme ça l'ensemble de nos marqueurs et on a construit notre stratégie autour de ça. Mais pour essayer de comprendre, je vous évoquais tout à l'heure le poids de l'image et l'importance qu'on a voulu donner. On a créé un petit triangle et qui correspondait en fait à tout ce champ contre champ que l'on voulait montrer à travers nos images. Et dans ce triangle-là, on y retrouve les grands marqueurs de Paris 2024, à savoir le sport et l'émotion, la ville qui était transformée en un véritable terrain de sport et l'ensemble de nos sites. Pour ceux qui nous ont suivis, on a vraiment mis en avant l'ensemble et la beauté de ces sites olympiques et paralympiques. Et puis, le troisième, c'était l'émotion du public. Et en jouant en fait avec ce triangle, nos créateurs avaient pour objectif d'essayer à chaque fois d'avoir une combinaison de ce triangle-là et d'avoir un champ contre champ. Et pour les Paralympiques, on a transformé une autre, et là, c'était plus un triangle, c'était devenu un carré, on a rajouté un autre élément qui était le handicap. N'ayons pas peur de montrer le handicap. Si on veut changer les regards, si on veut acculturer autour du handicap et montrer ô combien le handicap est un attribut du sportif et de l'athlète, nous ne devions pas avoir peur de le montrer tel qu'il était. Et donc, on avait rajouté cet élément, cette caractéristique dans notre carré quand on voulait montrer nos images. Ok, super. Écoutez, c'est tout pour les questions. En tout cas, encore un grand merci à vous trois pour vos interventions. Philippe, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà. Vous allez retrouver, si vous voulez, le détail. Il y en a qui demandaient la présentation. On va la partager. Elle sera disponible si vous êtes inscrit ou en accès sur notre site. On a également fait une étude sur la frige, qu'on n'a pas présentée ici, mais sur cette mascotte et un peu la vie qu'elle a eue puisqu'elle a été décriée puis adorée. Vous pouvez la télécharger via le lien ou le QR code qui s'affiche à l'écran. Et voilà, et on se retrouve pour des prochains Wake Up Your Audience dans les prochains mois. Également, on travaille sur une masterclass dédiée au sport, aux social media, et on reviendra notamment sur les Paralympiques qu'on n'a pas eu le temps d'adresser aujourd'hui. Ce sera courant octobre. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter par tous les canaux et sinon par mail à contact@themetricsfactory.com. Merci à tous et à très vite. Merci. Merci beaucoup. I'm so in